tout à fait. Vous avez eu, vous aussi, à mettre en place des APC. Et dans votre expérience, est-ce que vous avez le sentiment que ces APC sont bien acceptés? Alors, ce n'est pas nous qui les avons mis en place, on va dire directement. Ce sont nos entreprises qu'on a accompagnées effectivement pour la mise en place de ces APC. Oui, ils ont été parfaitement acceptés. On en est aujourd'hui à 30 accords de performance collective mis en place. Et la première étape, j'ai envie de dire, le plus important, c'est déjà d'expliquer et de convaincre effectivement les parties, on va dire, en présence de l'intérêt de l'APC. Et j'ai envie de dire, avant même de convaincre les salariés, c'est déjà de convaincre le chef d'entreprise et les DRH. Donc, j'espère peut-être vous convaincre également, vous tous ici, qui êtes présents, de l'intérêt majeur, effectivement, de rentrer dans un APC. Quelle que soit la raison, je veux dire que ce soit pour avoir de la compétitivité, que ce soit pour avoir de la souplesse, que ce soit pour anticiper les difficultés économiques, c'est vraiment un excellent outil. Et donc, dès lors qu'on a convaincu effectivement le chef d'entreprise de l'intérêt, on va dire, de ce qu'il est possible de faire et du champ des possibles, parce que c'est important de pouvoir démontrer effectivement l'étendue, on va dire, de l'impact qu'il peut y avoir, effectivement, il y a aussi la partie effectivement organisation syndicale et élus qu'il faut convaincre. Et de ce point de vue-là, nous, en tous les cas, je parlais très concrètement sur comment ça se passe. On présente effectivement ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité des branches. On est actuellement dans ce qu'on appelle une fusion des branches, une réduction, on va dire, des conventions collectives. Et on essaie de leur expliquer qu'à terme, leur avenir ne passera pas par la convention collective nationale. Leur avenir va passer par l'accord d'entreprise et par une norme sociale, par une convention collective, en fin de compte, d'entreprise, qui leur appartient, en fin de compte, de pouvoir déterminer. Et donc l'APC, en fin de compte, c'est leur future convention collective d'entreprise. Et ce qu'on leur dit, c'est que si eux, dans leur entreprise, ils ne mettent pas en place ce type d'accord, il y en aura peut-être l'autre ou le voisin qui va le faire. Et ils vont le faire. Et donc à un moment donné, on leur dit, mais prenez votre avenir en main, représentants syndicaux, élus, salariés, et ne laissez pas, j'ai envie de dire, et là je vais être un petit peu transgressif, mais ne laissez pas un petit peu des apparatchiks à Paris décider pour vous de votre avenir en termes de convention nationale. Décidez vous-même localement de vos normes, réduisez certaines choses de la convention, enlevez certaines primes, rajoutez d'autres choses, mais au moins vous aurez quelque chose de complètement adapté. Et donc dès lors qu'on part là-dessus, et c'est sur un départ quand même assez positif pour les personnes en question, on arrive en fin de compte à des accords qui sont parfaitement acceptés. On n'a pas eu aujourd'hui de salariés qui a refusé l'application de l'accord, on n'a pas eu de licenciement on va dire, qui ont été faits sur un refus de l'application d'APC. On n'a pas eu de grève, on n'a pas eu de pneus brûlés ou quoi que ce soit. Et les négociations, en fonction, on va dire, de la typologie d'entreprise, parfois ça prend, on va dire, 2-3 semaines, et parfois ça prend 4-5 mois. Mais in fine, on va dire, on arrive à un très beau résultat. Alors oui, effectivement, et donc pas de refus, ça allait être aussi une de mes questions, mais comment, à votre sens, aujourd'hui, les syndicats arrivent à justifier auprès de leur confédération, dans leur posture habituelle, comment ils arrivent à justifier d'avoir signé un tel accord? Alors j'ai envie de dire, ils ne le justifient même pas, et peut-être même ils n'informent même pas leurs syndicats qu'ils ont signé un accord dans ce sens-là. C'est qu'on a en fin de compte un problème de représentativité, autant au niveau syndical également, c'est que la base ne correspond pas à ce qui est au sommet. C'est-à-dire que la CGT, par exemple, au niveau de notre branche, par exemple, au niveau national, signe très peu d'accords. Localement, quasiment la plupart des accords d'entreprise sont signés par la CGT. Et pareil donc pour EFO qui globalement est anti-ordonnance Macron et donc anti-APC. Mais localement, on va dire, on a en face de nous des personnes qui sont très pragmatiques et qu'on leur présente, on va dire, effectivement, que l'intérêt pour les salariés, parce qu'on essaye aussi, par l'ingénierie sociale qu'on met dans l'accord, à faire en sorte que les salariés aient également un gain de pouvoir d'achat, et on arrive à le faire, in fine, de ce point de vue-là. Et donc, on voit que c'est vraiment des accords gagnant-gagnant, qui certes dérogent sur certains points à la convention collective. Je vais prendre un exemple très concret, la prime d'ancienneté. On a des entreprises dans lesquelles on a supprimé la prime d'ancienneté par accord d'entreprise. Quand je dis supprimer, c'est-à-dire intégration au salaire de base. Donc tout le monde prend sa mise au jour d'aujourd'hui, personne n'est perdant, mais sur l'avenir, l'entreprise n'aura plus la prime d'ancienneté avec son évolution. Et l'économie pour l'entreprise, c'est l'évolution qu'elle n'aura plus. Et ça peut être assez important. Et de l'autre côté, pour les salariés, il y a le taux horaire qui augmente. Donc dès lors que le taux horaire il augmente en intégrant dans le salaire de base, vous avez les heures supplémentaires qui sont mieux rémunérées ou la majoration de nuit. Donc il y a en fin de compte des effets et des contre-effets qu'il faut prendre en compte.
Mais in fine, on essaie de faire en sorte que les salariés soient, on va dire, ne soient pas perdants et que l'entreprise, effectivement, soit aussi gagnante dans l'histoire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que oui, les syndicats nationaux sont contre, en tous les cas au niveau de notre branche plasturgie, sont contre les APC. Ils nous ont écrit pour nous le dire. Ils estiment qu'on est en train de ruiner le modèle social, on va dire, de notre convention collective. J'ai envie de dire, bon, nous, franchement, ça c'est notre position à nous en tant qu'organisation Place Alliance. Nous, on a toujours été très favorables aux accords d'entreprise. Statutairement, c'est prévu par nos statuts. Donc, dès lors que les accords d'entreprise, on pourra les développer au maximum, je veux dire, on s'en portera que mieux. Voilà. Alors, Frédéric Blaiseau, vous vouliez rebondir sur le sujet ? Oui, merci, bonjour à tous. Oui, je voulais rebondir sur le sujet parce que, en effet, il y a ce qui se passe dans les centrales et puis après, il y a ce qui se passe sur le terrain. Alors, nous, chez Schneider Electric, on a signé 6 accords de performance collective. On les a signés. Le premier syndicat avec lequel on a signé, c'est FO. Je rebondis sur ce que tu évoquais. On a signé des accords avec la CGT, la CFDT, la CFE-CGC. Gérard a parlé de l'anticipation en amont. Un des éléments extrêmement facilitants pour nous, c'était le travail qu'on a fait en amont avec les coordonnateurs syndicaux. En amont du projet, en amont du déploiement de ces négociations locales d'accords de performance collective, on a travaillé avec les coordonnateurs syndicaux pour donner du sens, dire ok, voilà où on va, voilà ce qu'on veut faire. On a défini un cadre, une méthodologie ensemble de fonctionnement, et en fait chacun a joué ensuite son rôle. Eux nous ont aidés d'une part à convaincre leur centrale du fait qu'ils étaient convaincus eux que pour Schneider c'était une bonne chose de faire ça, donc ils ont été convaincre leur centrale et avoir un mandat pour faire ces négociations là, et puis ils nous ont aussi aidés localement. Ils ont été expliqués en amont de base à leurs équipes locales qu'il y allait avoir une négociation qui allait démarrer, que ça allait se passer comme ci, comme ça, que c'était quelque chose qui était bien. Donc ce travail qu'on a fait en amont était très important. Et puis ensuite, on a déroulé le travail de préparation amont locale avec les équipes locales, nos directions locales qui vont négocier les accords et les partenaires sociaux locaux qui vont négocier ces accords. Mais ce travail-là d'anticipation se fait. Et finalement, ça a été. On a 6 accords, on a ouvert 6 négociations, on a bouclé 6 négociations en 3 mois dans chacune des négociations. Et ça s'est fait très naturellement à partir du moment où on a fait ce travail en amont, et on a fait un gros travail en fait de partage des constats et de la vision que l'on avait. Et puis ensuite, voilà, on a déroulé un certain nombre d'autres choses qui ont facilité les choses. Mais ce travail-là en amont et de partage de constats était vraiment clé pour nous. Je crois que vraiment il y a une pédagogie pour moi sociale nouvelle. C'est-à-dire que les supports qu'on a co-réalisés avec les syndicats permettent d'expliquer à la base ce qu'il en est. On n'a jamais travaillé comme ça, on a travaillé en s'opposant des textes. C'est la première fois qu'on travaille sur des schémas d'ensemble qui sont partagés. Et en fait, paradoxalement, c'est le schéma qui a été préparé par la DRH, qui est repris par l'organe syndical, qui vient le présenter aux autres. Donc on va pas bouiller notre plaisir dans ce cadre-là, mais en même temps, c'est intéressant parce que du coup, nous-mêmes, pour le management, on parlait du management tout à l'heure et de l'engagement du management, c'est la même boîte à outils. Et en fait, il n'y a pas de dichotomie entre management et syndicat dans la prétention du projet. Ça, c'est quand même une autre façon de travailler par rapport à toutes nos pratiques habituelles. Et d'ailleurs, alors, si je rebondis un peu sur ce que tu disais, il y avait ce projet de transformation avec ces accords de performance collective. Mais parallèlement à ça, nous on a considéré que ce projet-là, en fait, c'était aussi un projet de montée en compétence de nos leaders locaux sur les relations sociales. Et on a intégré ça comme ça, c'était tout aussi important que le résultat des négociations. Donc en fait, on est dans une grosse société. Les directions locales n'avaient plus du tout l'habitude de négocier quelque accord que ce soit. Les quelques-unes qui faisaient des NAO reproduisaient les négociations annuelles sur les salaires que faisait l'entité mère. Alors, plus du tout de culture de négociation. On les a formés, non pas à la négociation, mais à la coopération, avec un certain nombre d'outils très, très précis. On les a coachés, c'est-à-dire qu'on les a aidés à préparer leur projet pour leur usine, l'histoire qu'ils allaient raconter et là où ils voulaient amener l'usine. On les a coachés sur les réunions de préparation de négociation, ce qu'ils allaient dire dans la présentation de leur projet, aussi les objections qu'ils allaient avoir et comment est-ce qu'on pouvait de manière collaborative lever ces objections. Et ce travail-là pour nous était aussi important que le résultat en soi. Et ça a été vraiment très, 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 très apprécié aussi
alors que les relations sociales, c'est quand même le sujet qui fait un peu peur à tout le monde. Les directions locales qui n'avaient pas du tout l'habitude de négocier nous ont dit à la fin, écoutez, vraiment, on en a bavé, parce que c'est les directions d'usines locales, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Ils ont pris ça en plus de leur job, et après les 3-4 mois de négociation, ils nous ont dit, écoutez, merci, franchement, c'est probablement la meilleure expérience professionnelle qu'on a eue dans notre carrière. Même si on a bavé, on est prêt à re-signer. C'est très intéressant, mais ça exige du coup, je suppose, une certaine transparence sur la stratégie de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, c'est le point d'entrée. On parlait, je crois que c'est toi, Gérard, qui parlait un peu d'acte de foi, il faut y croire. Je peux vous dire que la première étape, c'est de mettre toutes les parties prenantes d'une direction générale d'un groupe du CAC 40 pour se dire, OK, est-ce qu'on est prêt à s'engager sur des volumes de production sur les 3-4 prochaines années, et quand vous avez 200 sites de production dans le monde et vous avez des usines sœurs un peu partout, se dire, écoutez, je m'engage, je me contrains dans les 3 prochaines années à garantir ces volumes de production-là. C'est pas facile pour une direction générale. Quand vous vous dites, OK, dans cette usine-là, je vais garantir 20 millions d'euros d'investissement sur les nouvelles technologies, etc. Les CAPEX, ils sont pas extensibles. Il y a un vrai travail de conviction et là aussi de partage de constat, d'où est-ce qu'on veut aller, etc. Et ça, c'est vraiment un élément fondateur. Une fois qu'on a ça, on peut démarrer un travail qualitatif avec les partenaires sociaux, mais déjà mettre les partenaires les directions générales autour de la table, les comités, s'engager sur ces éléments-là, c'est déjà en soi quelque chose qui est pas simple. Oui, parce qu'en fait, en dehors de l'acte positif qu'apporte l'APC, qui n'est pas l'antichambre du PSE ou de la RSSI, etc., qui est souvent la marque comprise par beaucoup de DRH ou d'entreprises, il y a cette déclaration d'intention. Moi, le premier acte politique qui est posé pour l'APC, c'est quelle est la déclaration d'intention de la direction générale ou du site sur ce qu'elle veut faire. Et quand on a posé cet acte-là, qu'on le remet aux délégués syndicaux et qu'on le remet sur la négociation, du coup, on a une marge de confiance. Parce que le paradoxe aujourd'hui, c'est quand même, j'assiste à beaucoup de sommets sur la confiance à travers le monde à l'université, mais la confiance, qu'est-ce que c'est sinon l'expression pratique que l'on va faire preuve tous les jours. Juste pour rebondir sur ce sujet-là, malheureusement, on constate quand même que l'APC souffre encore, on va dire, c'est un jeune processus, mais on va dire que quand on en entend parler, on va dire pas forcément un aspect très reluisant qui est présenté. Nous, dans les entreprises, dans les 30 entreprises dans lesquelles on a mis en place des APC, je précise que c'était même pas d'ailleurs un besoin de la direction. L'entreprise, il n'y avait pas forcément un questionnement sur ce sujet-là. C'était des entreprises entre 20 à 250 salariés. Et c'est effectivement en indiquant ce qu'il était possible de faire et les possibilités justement de gain de compétitivité que l'appétit est arrivé effectivement pour le chef d'entreprise et le DRH ou le RH quand il y en a dans l'entreprise. Et ensuite qu'on a pu effectivement le faire évoluer. Et donc l'APC, enfin, nous on le voit vraiment comme vraiment un excellent outil. Je veux dire, c'est l'ode au dialogue social, c'est vraiment un retour au vrai dialogue social dans lequel on n'est pas forcément obligé de négocier sur ce sujet-là, mais ce n'est pas un thème prévu par la loi, on n'est pas obligé de se réunir chaque année pour discuter d'un APC, mais on le fait de manière volontaire avec les partenaires sociaux et de manière collective pour essayer justement de pérenniser l'entreprise. Pour nous, à notre niveau, quand on disait comment éviter les PSE, j'ai envie de dire c'est plutôt les entreprises n'étaient pas en situation de difficulté économique, mais j'ai envie de dire c'est vraiment du proactif, c'est-à-dire qu'avec ce type d'accord, j'ai envie de dire si demain il y a des problèmes économiques et nous on est dans un secteur, la plasturgie, vous entendez tout le temps le plastic bashing et compagnie, donc ça remue pas mal, ces entreprises-là, le jour où éventuellement il pourra y avoir de plus fortes turbulences, elles pourront beaucoup mieux faire face, on va dire, aux difficultés. Et ça, on va dire, dans cette ambiance, on va dire, sereine, dans laquelle on va voir les élus. Il y a des PME, je ne cache pas, dans lesquelles c'était presque leur premier accord, des entreprises de 20 à 30, 40 salariés qui n'avaient jamais signé d'accord de leur vie et qui, en fin de compte, c'était le premier accord de l'entreprise, dans lequel on leur explique que voilà, ils peuvent eux-mêmes négocier vraiment leur convention collective d'entreprise qu'ils connaîtront, parce qu'ils l'auront négociée, parce que beaucoup de salariés ne connaissent pas leur convention collective nationale, et même des chefs d'entreprise parfois ou des DRH ne le maîtrisent pas forcément. Par contre, ce qui est négocié en entreprise, on le connaît. Et donc là, effectivement, de se réunir et de partir sur un élément positif,
on voit qu'effectivement, ça a redonné du souffle. Et au bout on a constaté parfois, après quelques mois, quand parfois il y a éventuellement une des mesures qui est peut-être un petit peu sévère au niveau des accords, les parties se réunissent et on fait un avenant de révision, on revoit l'accord, et ça se passe de manière, on va dire, très très fluide. Voilà.